Merci. Je disais ce matin, en fait je m'interrogeais ce matin sur la contemporanéité de Killito, et au fond, pour commencer cette communication, je souhaiterais dire, en tout cas d'après ma lecture des textes de Killito, que Justin Killito a choisi l'archéologie comme l'accès à notre présent. Parce qu'au fond, quand il parle dans Lam Tatakallam al-Lughati, ou quand il évoque l'idée de Charles Pella dans ce livre, selon laquelle la littérature arabe classique suscite l'ennui chez le lecteur, derrière cette idée, eh bien, il pose le problème de l'image que les Arabes se font de leur patrimoine littéraire à travers les formations discursives qui ont forgé cette image en Europe. Également, quand il évoque dans son essai Al-Adab wal-Irtiyab, littérature et soupçon, la question de l'étrangeté de la langue arabe telle qu'elle a été posée par Ibn Mandour dans les Sables arabes, il réactualise le débat autour de la place qu'occupe la langue arabe dans le monde contemporain. Et enfin, quand il interroge les maqamat, les séances, en tant que genre comparable à l'écriture picaresque, il pose le problème de la traduction culturelle qui constitue l'une des questions cruciales de notre monde contemporain. Au fond, personnellement, quand je lis Killito, je ne suis pas dans le passé, je suis dans le présent. Je suis face à un homme qui est, somme toute, contemporain. Eh bien, cela me conduira à parler de l'essai, de la question qui concerne donc mon intervention, et je ferai un détour pour montrer un petit peu la place particulière de l'essai, parce que généralement on pense que l'essai est un texte rigoureux dans le sens académique du terme. Je crois que ça serait une offense que d'appeler un essayiste un académicien, parce qu'au fond il cherche tout sauf l'académisme. Eh bien, Malebranche, dans son traité de la nature et de la grâce, avertit son lecteur qu'il ne s'agit là que d'un essai. Cet avertissement accorde à l'essai une valeur inférieure par rapport au traité. Bien, cette hiérarchie vient du fait que le traité prétend à l'organisation et à la totalisation. Et somme toute, le traité est plutôt dans une perspective hégélienne de totalisation. Alors que l'essai relève, comme le mot lui-même l'indique, de l'essayable, et non du systématique, et encore moins de la totalisation. L'essai, au fond, ne supporte pas le corset argumentatif qui étouffe les flâneries de la pensée. Il entretient un rapport problématique avec la vérité. Et on pourrait dire que l'essai est en quelque sorte ce reste non formulé de la pensée, comme le souligne Maurice Blanchot. Ce qui caractérise l'écriture de l'essai, c'est le principe de l'hésitation régulatrice, le principe du soupçon, le principe du bégaiement. D'ailleurs, soupçon nous renvoie encore à littérature et soupçon. Et au fond, Adorno nous dit que l'essai, comme forme, s'expose à l'erreur. Et c'est une qualité, au fond, cette exposition permanente de l'essai à l'erreur. Et c'est par ailleurs le prix de son affinité avec l'expérience intellectuelle ouverte. Et Adorno rajoute au fond que l'hérésie est la loi formelle la plus profonde de l'essai, car elle permet d'ébranler les lois orthodoxes de la pensée en dévoilant ce qu'elle cache. Et c'est pour ça que dans les essais de Killito, même les transitions d'une idée à une autre se font en suivant des chemins de traverse qui relient les idées que l'essayiste Killito développe dans ses textes. Alors, je dirais que l'écriture de l'essai, et là j'emprunterai une expression des essais de Montaigne, les essais de Killito effleurent et pincent par la tête les objets culturels qu'il examine, excepté peut-être Al-Adab wal-Gharaba et les séances qui s'inscrivent un peu dans une démarche démonstrative, même si, et on le remarque dans Al-Adab wal-Gharaba, une tentative de détachement par rapport, disons, à la technicité universitaire, puisqu'il interroge la question du récit, mais il essaye en même temps de se détacher de cet académisme
narratif ou narratologique avec lequel on interroge ces outils. Mais quand même, ces deux textes restent un peu embrigadés dans la démarche académique. Cela s'explique peut-être par le fait qu'à l'origine, les séances étaient aussi une partie d'une thèse, étaient aussi un travail de thèse. Mais enfin, peu importe. Ce sont des textes beaucoup plus libres qui m'ont interpellé, je dirais même qui m'ont appris beaucoup de choses. Nous n'avons pas l'habitude d'être reconnaissants aux gens qu'on lit et qu'on ne connaît pas. Et je crois qu'à travers les livres, on peut exprimer la reconnaissance à ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis aussi de penser peut-être autrement. L'essai donc se caractérise par l'audace de la pensée et une surdétermination subjective du style. Quilito, me semble-t-il, n'a pas l'ambition d'enseigner. Il enseigne bien sûr à travers ses livres, mais je pense qu'il n'a pas l'ambition d'enseigner à travers ses essais, mais plutôt de raconter. Et en racontant, évidemment, il enseigne à celui qui le voudra. Et en cela, il rejoint là encore Montaigne, l'ancêtre de l'essai, peut-être dans sa forme actuelle, qui disait « Je vais enquérant et ignorant, je n'enseigne point, je raconte ». Ces devises, si je peux les appeler ainsi, sont mises en œuvre à travers un constant tâtonnement narratif, marqué par l'hésitation, le bégaiement et le soupçon. D'où le titre significatif de son dernier essai, Al-Adab wal-Irtiyab, littérature et soupçon. Ce titre renvoie à l'idée du soupçon, puisque le mot « irtaba », aussi bien dans l'islam arabe que al-muhit, signifie douter, soupçonner. Mais il renvoie aussi à l'idée d'accusation. Irtada bihi signifie il l'a accusé. Donc l'essai devient par là même, chez Quilito, un espace de soupçon et un procès d'accusation. Alors, à mon tour, j'essaierai un petit peu de tâtonner en esquissant quelques réflexions autour de cette question du soupçon. Et je pense que le soupçon peut prendre chez Quilito un autre nom, la déconstruction. On a très peu relevé le rapport de Quilito à la pensée de Derrida, et je crois que tout le travail que Quilito fait est un travail de déconstruction de la pensée arabe classique. Alors, Quilito lit en effet ce que les textes disent mais n'énoncent jamais, ou pas, si vous voulez. Il lit l'impensé des textes appartenant au patrimoine culturel arabe en les faisant dialoguer quand l'occasion s'y prête avec d'autres textes relevant de cultures exogènes. Même si, à mon sens, le mot exogène, endogène et la dichotomie, les oppositions ne sont guère prisées par Quilito, puisqu'il n'est pas dans une optique antinomique. Il est plutôt dans une optique de traduction culturelle. Alors il opère un démontage textuel qui est en même temps démontage institutionnel, puisqu'il fait sortir la littérature arabe classique des lectures traditionnelles dans lesquelles elle a pendant longtemps tourné en rond. C'est pour cela que ces essais sont construits comme une pensée dedans, c'est-à-dire une pensée construite de l'intérieur et à partir des textes qu'elle aborde. On comprend dès lors que le souci de Quilito n'est absolument pas la maîtrise du sens et de la signification des textes qu'il lit, mais plutôt il tente d'opérer la paralysie et la neutralisation de cette maîtrise même que les commentateurs et philologues arabes ont voulu fixer une fois pour toutes. Alors c'est ainsi qu'il montre dans l'auteur essai double que la signature entendue comme autorité stylistique d'appartenance et de classement, eh bien la signature dans la littérature arabe classique n'est pas une question de nom, ni de style, mais plutôt une question de genre, car plusieurs auteurs s'illustrent dans un même genre à travers les mêmes caractéristiques stylistiques hautement codifiées. Finalement, l'identité d'un texte arabe classique est liée non pas à la dimension onomastique, c'est-à-dire à l'appartenance à un nom d'un auteur, mais plutôt à une appartenance générique. Donc au fond, l'auctoritas dans la littérature arabe classique, elle est du côté du genre,
plus que du côté du nom. Alors, ce qui signifie, et là on est en pleine déconstruction de la pensée et de la culture arabe classique, ce qui signifie que le sujet de l'énoncé implique le retrait du sujet de l'énonciation, puisque le sujet qui produit le texte, si je puis dire, se retire et laisse plutôt le genre faire autorité par rapport au classement et à l'appartenance du texte. L'énonciation devient ainsi un effet sans cause. Il en va de même pour le travail qu'il a effectué sur les Mille et une nuits, que ce soit dans L'Œil et l'Aiguille ou dans d'autres textes en arabe ou en français, publiés soit dans ses propres essais ou alors dans des ouvrages collectifs. Et donc, le travail qu'il a effectué sur les Mille et une nuits conduit le lecteur à prendre conscience de l'inversion de la hiérarchie établie depuis plusieurs siècles par les lettrés arabes entre le livre des Mille et une nuits et les autres livres appartenant à la culture arabe classique. Puisque dans la tradition littéraire arabe, le livre des Mille et une nuits a été minoré par rapport à d'autres livres dits classiques ou hauts ou intéressants ou de haute culture. Les Mille et une nuits passent par l'acte de lecture de Kilito, évidemment en faisant le détour par la pensée occidentale, ou les traductions de ce texte dans le monde occidental, et les Mille et une nuits passent d'un statut mineur à un statut presque paradigmatique de la littérature arabe, à travers les traductions qui ont été faites en Europe, que ce soit traduction française, anglaise ou allemande, et puis par la suite d'autres traductions. Kilito avance même l'hypothèse selon laquelle il existerait une littérature française d'avant les Mille et une nuits et une littérature française qui serait postérieure au livre des Mille et une nuits et dont le paradigme serait l'œuvre de Marcel Proust. Idée que je trouve fascinante et qu'il faudrait creuser et qui, justement, s'inscrit dans cette idée de bégaiement, d'hésitation, d'anti-rigueur. Ça ne veut pas dire anti-méthode, mais anti-rigueur, je dirais, cette démarche rhizomatique dans l'écriture et le développement de la pensée de Kilito autour de la littérature arabe classique et d'autres objets d'études qu'il a soumis à sa lecture. Alors, cet acte de faire passer ou de pousser le lecteur à voir comment le livre des Mille et une nuits est passé d'un statut mineur à un statut majeur, eh bien cet acte est en soi politique puisqu'il déplace les enjeux de pouvoir en rendant majeur ce qui pendant plusieurs siècles a été considéré comme mineur. Et voilà comment un essayiste, un écrivain peut, sans déclarer une position politique ouverte dans le registre, disons, politique, faire un acte politique à travers sa lecture des textes littéraires et du patrimoine culturel. Alors, Kilito met le doigt sur l'ambivalence des textes et nous permet d'entendre autrement ce qu'ils disent. Je vais utiliser ici un verbe que Derrida emploie par rapport à la déconstruction de la métaphysique occidentale et dire que Kilito tympanise la culture arabe classique, c'est-à-dire qu'il crève le tympan de ses auteurs pour se faire entendre autrement. Derrière le motif du passage de la récitation à l'écriture des poèmes arabes, se profile l'idée de la dangerosité même de l'écriture. Dangerosité qui a été déjà analysée, soulignée ou évoquée par Platon et déconstruite totalement par Derrida dans la pharmacie de Platon. Eh bien, derrière ce motif-là se profile la dangerosité de l'écriture, et dans le cas de Kilito, il développe cette question de l'écriture dans le premier chapitre du livre Littérature et soupçons, Al-Adab wal-Irtiyab, chapitre intitulé Namoudaj, le modèle, qui ouvre donc ce livre et dans lequel il déconstruit le fonctionnement de l'écriture comme supplément. Ibn al-Muqaffa, al-Hariri, al-Zamakhshari sont passés à l'écriture pour
telle ou telle raison. Et avant, le texte était voix, si je puis dire, et après, il est devenu écriture. Et il souligne une chose qui me semble assez stimulante, intéressante, par rapport à Ibn Mandour, qui, dans la préface de son dictionnaire, nous dit qu'au fond, il a rédigé ce dictionnaire pour sauver la langue arabe de la menace qui pèse l'arabe. L'écriture comme trace a donc sauvé cette langue, qui n'aurait peut-être pas perduré si elle n'était portée que par la voix. Il en va de même pour l'idée de traduction-trahison qui se développe à travers les commentaires que qu'Averroès avait fait de la poétique d'Aristote. Cette traduction trahit ce qu'elle dissimule dans le texte d'Averroès. Et ce qu'elle dissimule, au fond, c'est l'inquiétude du philosophe musulman envers la mimésis. Puisqu'au fond, tragédie et comédie, il est passé à côté, et derrière ces notions-là, la question de la mimésis est présente. Alors, on pourrait entrer dans des détails et dire que peut-être cette cécité par rapport à la traduction de la mimésis est liée également au refus d'entrer en concurrence avec l'acte, ou de mimer l'acte du créateur. On pourrait spéculer autant qu'on voudra. Mais l'imitation, alors, la traduction que Averroès a fait, eh bien, il l'a faite en s'immunisant de la mimésis par un acte lui-même mimétique, puisqu'il a imité la traduction de Matta ibn Yunus. Alors, évidemment, là, on est justement dans un rapport à la fois de présentation de quelques idées sur le patrimoine, et en même temps de déconstruction et de lecture dans les marges de ce patrimoine-là. Ce que Kivito fait, je pense, on pourrait le qualifier de lecture dans les marges du patrimoine culturel arabe classique, et non pas pour nous replonger dans un passé, loin s'en faut, l'idée n'est pas passéiste, mais plutôt de nous pousser à nous interroger sur notre présent à travers la lecture du passé, sans qu'il y ait au fond une causalité historiciste, implicite ou explicite, dans ces analyses. Merci.